Bienvenue à toi dans ce deuxième épisode de Génération Investisseur. Je suis Hugo du blog Boussole en Argent et j'aide les jeunes à avoir une bonne éducation financière. J'ai eu la chance d'interviewer Ophélie, qui est économiste et coach, mais pas que, tu vas voir. Durant les 20 dernières années, elle a accompagné plus de 5000 personnes à élaborer, financer et entreprendre les projets de leurs rêves. Aujourd'hui, elle aide principalement les femmes à investir, entreprendre pour leur permettre d'être libres financièrement et d'avoir ce qu'elle appelle une vie riche à travers son blog Fric au féminin. En écoutant ce podcast, tu vas apprendre plein de choses. Déjà, comment dépasser tes croyances limitantes sur l'argent, qui t'empêchent en fait de passer à l'action pour t'enrichir. La relation complexe qu'ont les femmes avec l'argent, mais également quel est le meilleur investissement à faire, et c'est certainement pas celui que tu penses, tu vas voir. Comment avoir le bon mindset pour investir et entreprendre. Pourquoi l'immobilier est peut-être pas du tout un bon investissement pour toi. On va également voir la règle numéro 1 pour tout investissement. On va aussi parler de comment savoir en fait qu'est-ce qu'on veut réellement faire de sa vie en trouvant ce qu'on appelle son ikigai. Et on va bien évidemment parler de plein d'autres sujets passionnants. Je suis sûr que ça va te plaire. Comme tu le sais, c'est le tout début de ce podcast. On est seulement au deuxième épisode. Donc vraiment, si tu peux prendre 5 secondes pour laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast, que ce soit YouTube ou Spotify, ou même t'abonner, pareil, peu importe la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, ça veut en fait beaucoup dire pour moi et ça me montre un gros soutien, surtout en ce début de podcast. Donc merci vraiment à la minorité qui va prendre 5 secondes de leur temps pour faire ces différentes actions dont tu as l'habitude d'entendre. Et c'est parti pour le début de ce podcast. Comment ça va, Ophélie ? Eh ben écoute, très bien, je te remercie de ton invitation. Bah, moi, ça me fait plaisir de t'avoir. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pu discuter ensemble. Donc merci d'accepter l'invitation pour ce deuxième podcast. Je pense que la meilleure manière de commencer, c'est de lui dire un peu plus en détail ton parcours qui t'a amené en fait à créer ton blog aujourd'hui, Fric au féminin. Alors du coup, moi, Ophélie, je suis économiste de formation, donc 20 ans, j'ai travaillé dans les milieux de l'appui à l'entrepreneuriat. J'ai démarré, dans l'appui à l'incubation où il y a une vingtaine d'années, quand on commençait à parler de start-up, en faisant des levées de fonds, en accompagnant des gens qui, montent leur business et innovent. Dans un second temps, j'ai accompagné des gens qui créent des entreprises un peu plus classiques, dans des milieux un peu plus ruraux et notamment, en levant des fonds pour, aider des gens à obtenir des prêts et les moyens pour, démarrer leurs projets, puis également leur donnant des conseils pour qu'ils puissent, voir pousser, le projet d'entreprise de leurs rêves, on va dire ça. Ensuite, je suis devenue responsable d'agences de développement économique ou de structures de développement économique un peu plus conséquentes. Donc j'ai travaillé sur les sujets liés à l'emploi, à l'immobilier Ok. d'entreprise, à tous ces sujets-là. Et au cours de ce parcours, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, le sujet de l'argent, c'était un sujet qui était très problématique pour tout le monde. C'est un espèce de gros tabou sociétal en France, et ça génère chez nous beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Ça nous limite, dans nos possibles, alors que finalement, l'argent est plutôt une énergie normalement positive au Mm. service de nos vies. Et je me suis formée, à la psychologie, aux neurosciences, à tout ce qui explique nos comportements, nos limites, nos émotions vis-à-vis de ce sujet. Et j'ai monté un blog, j'ai monté une marque, et j'accompagne des gens qui ont décidé de devenir libres financièrement parce que mon approche, ma valeur première, c'est la liberté et Mhm. notamment des femmes, puisque les femmes, on a en France une histoire vis-à-vis de l'argent qui est assez récente, hein. Les femmes ne peuvent disposer de leur argent qu'à partir que depuis 1965, ce qui est récent. Moi, par exemple, c'est la Mhm. génération de ma mère qui elle-même était assistante maternelle et qui s'occupait d'enfants. Elle n'était pas du tout économiste, elle n'était pas entrepreneur et investisseuse comme moi. Et donc, j'ai décidé de monter ça pour aider des femmes justement à libérer, on va dire leurs petites pépites économiques, parce que je pense que les femmes sont des pépites économiques, Intéressant mais comme terme. qui n'ont pas en fait cette culture, de ces Ouais. questions, de l'argent. Et l'argent, ça fait très peur aux femmes. Et notamment, moi, j'interviens beaucoup sur des associations de femmes qui sont, entrepreneurs et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et je me rends compte, tous ces sujets, vendre, parler d'argent, aller lever des fonds, la manière dont on conçoit l'argent nous autolimite beaucoup dans nos vies. Donc Mhm. j'ai créé Fric au féminin, qui est un blog qui aide à lever toutes ces croyances limitantes, tous ces blocages, toutes ces émotions enfouies, et puis qui explique aussi comment on peut monter un business et investir très simplement, parce qu'il faut après passer à l'action une fois qu'on a libéré, son domaine, des possibles, pour devenir libre financièrement. Écoute, super intéressant comme parcours. J'ai l'impression qu'en France, on est quand même très tabou vis-à-vis de l'argent, mais chez les femmes, c'est encore pire. C'est ça? Tout à fait. Dans ton blog, tu as une phrase qui est super intéressante dans l'onglet «À propos». Tu dis: «Avoir été une femme en robe à fleurs dans un milieu d'hommes en costard-cravate, ça m'a amené à développer une approche différente de l'entrepreneuriat, de l'investissement et de l'argent. Une approche tournée autour de la simplicité, la sécurité et de la liberté, plutôt que de la performance et du pouvoir». Je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Alors oui, je te confirme que, alors ça ressort dans toutes les statistiques, et toutes les études qu'il y a justement sur les questions liées à l'argent, l'entrepreneuriat et l'investissement. Il y a quand même des différences assez conséquentes dans les comportements et les attentes qu'ont les hommes et les femmes vis-à-vis de ces sujets, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté Frico Féminin. C'est que la plupart des femmes vont rechercher de la sécurité et de la liberté, là où les hommes vont aller chercher plutôt de la performance, et de la technicité. C'est pour ça qu'on retrouve très peu les femmes sur les blogs, les médias, sur les Mmh. questions économiques, d'argent, d'investissement et d'entrepreneuriat, puisqu'en fait, on n'a pas les mêmes attentes qui sont des attentes comportementales et émotionnelles vis-à-vis de ces sujets-là. Donc c'est pour ça que j'ai une approche complètement différente sur Frico Féminin, et ça se retrouve beaucoup, ben, dans les statistiques, ce que je te disais, dans les médias français, il y a que 2 du temps de parole qui est dédié à des femmes, c'est généralement les Ah oui, mêmes d'accord. voix. Dans les milieux des investisseurs, dans l'immobilier, bah, il y a que 15 de femmes qui sont investisseuses en immobilier. La bourse, ça commence à voilà, les femmes commencent à investir un petit peu plus massivement, sur des portefeuilles, boursiers, et quand elles le font différemment parce qu'elles le font, de manière beaucoup plus passive que les hommes qui vont avoir des comportements plus agressifs, on va dire, dans leur, stratégie d'investissement, et c'est finalement dans le monde de la crypto, et de la blockchain que de plus en plus de jeunes femmes, en fait, investissent, puisque là, on a des taux, qui sont très différents selon les âges. Mais on va dire les nanas de moins de 30 ans investissent assez massivement dans la crypto, qui est un monde qui, voilà, s'ouvre, plus aux femmes, et dans lequel on retrouve le plus de parité. Donc c'est assez Ouais. amusant, et ça se retrouve aussi dans les milieux de l'entrepreneuriat. Donc dans les milieux de l'entrepreneuriat aujourd'hui, 30 des entrepreneurs en France sont des femmes, mais par contre, il y a des différences très conséquentes sur les secteurs d'activité dans lesquels elles sont investies, puisque les femmes sont plutôt dans l'accompagnement des personnes, le soin et Mmh. l'assistance aux autres, sachant que de manière complètement inconsciente en France, on continue encore à assimiler les femmes aux soins, aux dons et à la gratuité. Donc ça se répercute Ouais. aussi sur leur chiffre d'affaires, et quand elles montent des entreprises, c'est rarement des sociétés. Elles font rarement des levées de fonds puisqu'elles sont plutôt sur des petites auto-entreprises. Du coup, elles ont des chiffres d'affaires qui sont également moindres. Donc en fait, on voit qu'il y a vraiment c'est très Ouais. comportemental, en fait, les différences qu'on a sur ces sujets-là, et donc si j'ai monté Frico Féminin, c'est pour aider des femmes à s'en sortir un petit peu mieux avec toutes ces questions-là. OK, et à ton avis, c'est quoi finalement les raisons qui font qu'il y a moins de femmes dans ce milieu? Alors, en France, déjà, il y a 3 raisons pour lesquelles on a des comportements tous différents vis-à-vis de l'argent par rapport aux anglo-saxons, par exemple. Les racines de ces questions-là, c'est des racines sociologiques. C'est, le poids de la religion, et notamment de la religion catholique, encore très présente en France, hein, qu'on en ait conscience ou pas. Sachant que la religion catholique n'a pas tendance à valoriser, le fait, de gagner de l'argent comme étant une récompense divine, mais plutôt, de valoriser, on va dire, une forme de sacrifice, et de charité et de don comme étant, une récompense divine, finalement. Mmh mh. La deuxième chose, c'est le poids de la culture paysanne, et de l'agriculture, à l'époque, en France, en fait, les agriculteurs avaient tendance à cacher l'argent sous les matelas, et donc il ne fallait pas en parler, et c'est pour ça que l'argent est, encore considéré comme un sujet relativement tabou. Moi, j'habite notamment dans un département rural, et quand j'accompagne des agriculteurs sur ce sujet-là, ils sont généralement bloqués, ils ne se rendent pas compte pourquoi. C'est parce que c'est des choses qui leur ont été transmises par leurs parents ou leurs grands-parents, et puis, le troisième sujet, et on le voit beaucoup aussi dans les débats politiques, c'est on oppose prolétariat et capitalisme. Or, on vit dans un monde aujourd'hui où il y a du prolétariat et il y a du Mmh. capitalisme, et c'est souvent ça qui est problématique aussi quand on devient entrepreneur, qu'on soit un homme ou une femme, c'est que finalement, généralement, quand on se lance tout seul, et on est à la fois, quelque part, l'ouvrier, le salarié et le patron. Et Ouais. chez nous, ça crée des conflits intérieurs. Donc tout Ouais. ça, c'est en fait des questions de conflits à l'intérieur de nous, qui nous sont transmis par des générations et des générations. Et puis les femmes, eh bien, comme je te le disais, l'histoire des femmes avec l'argent, elle est très récente en France, puisque 1965, c'est le moment où on a eu le droit de disposer de notre argent. Avant, on avait le droit d'en gagner, mais c'est pas nous qui pouvions en disposer et en gérer. Et on dit que les choses mettent 2 générations, à changer. Je te le disais, Mmh. moi, ma maman, par exemple, était assistante maternelle et s'occupait d'enfants. Donc ma fille, moi, n'aura aucun souci à devenir entrepreneur et investisseuse avec la maman qu'elle a. C'est top ça. Mais moi, je suis la première génération de femmes qui ont décidé, en fait, de se prendre en main complètement, notre avenir économique, c'est-à-dire, pourvoir à, notre retraite, notre, source de revenus, et le faire seule, puisque moi je l'aurais fait seule. On est assez peu nombreuses, en fait, donc c'est normal, en fait, qu'il faille plusieurs générations pour que les choses changent, et dans la plupart des familles,
famille, c'était les papas et les papys qui, autour de la table, parlaient d'argent. Les femmes étaient plutôt sur la gestion du quotidien et des enfants et les hommes sur l'investissement et la projection de ce que devait devenir la famille. Ouais, Donc c'est très c'est ça. sociologique. Effectivement, ouais, je vois vraiment cette différence entre, finalement quand les femmes finalement on voit quand on parle d'argent, c'est beaucoup des croyances limitantes. D'ailleurs, tu parles beaucoup de ça sur ton blog. Pour toi, c'est quoi les principales croyances limitantes que tu observes chez les femmes en matière d'argent et comment est-ce que tu les aides à les surmonter, en pratique? Alors, il y a les croyances limitantes et les systèmes de représentation. Déjà, la plupart des femmes ne parlent pas d'argent. Elles n'en parlent pas. Donc, elles ne peuvent pas savoir ce qu'il est possible de faire. Elles n'ont aucune connaissance et aucune éducation financière. Et ça, c'est renforcé aussi par le fait qu'en fait, l'école ne fournit aucune éducation financière en France. Si on parlait de ces sujets-là à l'école et qu'on en parlait de manière décomplexée, la plupart des femmes seraient déjà sur un niveau un petit peu plus égalitaire. Le système de représentation, aujourd'hui, quand on parle d'argent, la plupart des femmes imaginent, on va dire un mec en Lamborghini avec des Ray-Ban Le bon qui a cliché. voilà et en fait, elles ne connaissent pas de femmes, qui investissent et qui Ouais, entreprennent et qui ont décidé de gagner, très correctement leur vie. Donc à partir du moment où on est peu nombreuses, c'est pour ça que j'ai aussi décidé de prendre la parole, c'est que la plupart des femmes imaginent pas qu'une madame tout le monde, notamment, par exemple une femme comme moi qui habite en zone rurale et qui est maman solo, soit en capacité de développer avec des petites choses de grandes choses. À mmh, partir du moment où ça deviendra possible dans leur esprit, un certain nombre de personnes se rendront compte que certes, ça met un petit peu de temps d'y arriver, mais c'est possible. Tant qu'on ne connaît personne qui l'a fait, difficile c'est de se ça. projeter dans le fait que c'est possible de le faire. C'est ça. Et puis, ben, quand j'interviens dans des collectifs de femmes entrepreneurs, il y a aussi la question des genres, hein. Il y a beaucoup de femmes, qui pensent que c'est encore à l'homme de le faire, et d'hommes qui se sentent émasculés parce qu'une femme va le faire. Donc il Ouais, y a aussi un jeu de représentation entre les hommes et les femmes qui est pas complètement réglé, puisque ça fait depuis toujours que ça ne se passait pas comme ça. Sauf qu'en fait, la réalité économique aujourd'hui, c'est que les femmes et les hommes, nous avons la capacité de créer nos avenirs économiques et c'est d'ailleurs même souhaitable au sein du couple, que chacun assume sa part de responsabilité et que ce soit un dialogue qui soit ouvert et qu'on mette en place, notre propre stratégie d'investissement, hein. C'est une vraie question aussi, comment les choses se passent dans le couple. Il y a aussi beaucoup de couples aujourd'hui qui se séparent pour des objectifs et des manières différentes de gérer l'argent. C'est une c'est réalité en ça. France. C'est un des sujets, les plus complexes et les plus tabous dans le couple. Je le voyais, c'est un sujet d'intimité, en fait, Ouais. l'argent. Ah effectivement, ouais, je pense qu'il y a un et ça, c'est quelque chose qui est revenu même dans mon premier podcast, hein. Je pense qu'il reviendra souvent, ce manque d'éducation financière, en fait, en France. Donc là, on peut que ce soit les femmes, ou les hommes, hein. Mais, moi, ce que j'aime bien, finalement dans ton livre, ton fameux livre gratuit que tu offres, rappelle-moi le titre que tu offres sur ton blog? Les 6 secrets pour libérer ton potentiel et devenir libre financièrement. C'est ça. Tu as une citation finalement, au tout début, dans les premières pages, qui dit donc: «L'investissement le plus rentable au monde est d'investir sur soi-même». Ça me fait penser en fait à un élément que j'avais entendu d'un auteur qui s'appelle, Alex Hormozy, je sais pas si ça te dit quelque chose? C'est l'auteur en fait d'un livre qui s'appelle, «L'offre à 100 millions de dollars. Comment créer des offres, tellement irrésistibles que les gens seraient idiots, de refuser». Là, on sent un peu le côté, homme, sur la performance, hein, que tu parlais un peu avant. Et en fait, dans son contenu, donc ce Alex Hormozy, cet auteur, il dit souvent qu'en fait le meilleur des investissements, bah, c'est en soi-même et il fait souvent la comparaison entre le S&P et le S&P, donc S&P 500 qui fait référence, bah, à cet indice, le plus célèbre indice, aux États-Unis qui sont en fait les 500 plus grandes capitalisations boursières aux États-Unis et il dit: «Bah, en fait, surtout quand vous êtes jeune, n'investissez pas forcément en bourse au début, mais focalisez-vous surtout en fait sur l'investissement en soi et dans vos compétences». Parce que quelqu'un aujourd'hui en fait qui va, gagner disons, 1 600 € en premier salaire, bah, en fait, peut-être qu'il va pouvoir investir 100-200 € par mois. Là où la personne, en fait, va investir en soi, ses connaissances financières et finalement ses compétences, elle va pouvoir, bah, booster forcément son salaire, surtout si elle entreprend et derrière investir, en fait, beaucoup plus. Parce Bien que sûr, souvent, il y a une limite, en fait, à laquelle surtout en début de vie active, nos compétences sont limitées. Mais, en fait, on a cette croyance qui est de dire que, finalement, toute ma vie, je vais rester avec ce salaire, mais en fait, il y a pas de limite à laquelle on peut gagner sa vie, finalement. Est-ce que toi, ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que tu défends beaucoup, cet investissement en soi?
Bien sûr, Et et c'est quelque chose que j'ai observé dans ma vie, hein. Moi, j'ai ouais. commencé par investir en moi, déjà au début, je me serais pas sentie légitime. Alors moi, j'ai fini majeure d'un institut de recherche en développement économique, donc vous pourriez vous dire que, j'ai commencé très, très tôt à gagner des sommes absolument mirobolantes et pas du tout parce que j'avais ce fameux syndrome de l'imposteur que nous avons quasiment tous en début de carrière, qui est Mmh. le fait de ne pas se sentir légitime, à lancer un certain nombre de choses. Surtout que moi, je suis partie dans les milieux de l'appui à l'entrepreneuriat, à l'investissement et à l'innovation, alors que je venais d'un milieu où je n'avais rien. Donc Ouais. il m'a fallu un certain nombre d'années pour me sentir légitime pour, faire des propositions d'offres. Donc aujourd'hui, je sais que oui, en effet, la valeur, c'est quelque chose de complètement subjectif et relativement illimité. Par contre, si vous souhaitez gagner correctement votre vie, j'ai pensé moi-même parce que comme beaucoup de femmes, j'avais un besoin de sécurité et ça, c'est ce qui limite beaucoup les femmes. En fait, on a un besoin de sécurité ou un sentiment d'insécurité qui nous a été transmis par nos mères et nos grands-mères généralement, donc il faut aller le régler pour s'autoriser à briller économiquement. J'ai pensé qu'en fait, finalement, le fait d'être salarié pendant des années allait m'assurer, cette question-là. Je me suis rendu compte qu'en fait, je pourvoirais moi-même mieux à ma sécurité en développant diverses sources de revenus, c'est-à-dire en devenant Mmh. entrepreneur investisseuse et que quelqu'un qui avait, les compétences que j'avais puisque, 20 années, à accompagner plus de 5 000 personnes à entreprendre, à développer des projets dans les domaines de l'investissement et de l'innovation, ça fait quand même un sacré bagage, de compétences et d'expertise qui se valorise mieux, aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat que, en tant que salarié. Ouais, effectivement, ouais. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça commence enfin, là, je parle plutôt pour les gens de mon âge. Je crois qu'il y avait un sondage qui avait été fait comme ça, qui disait qu'en fait, aujourd'hui, au moins 50 des jeunes aimeraient créer leur entreprise. Alors forcément, il y en a qui rêvent un peu, qui sont en mode: «Oui, moi, j'aimerais bien, créer ma mon entreprise» et cetera et ceux qui aimeraient vraiment le faire. Mais j'ai l'impression que ça commence à changer, Tout et qu'il y tout a vraiment cette mentalité d'entreprendre en France qui commence à venir. Tout à fait, parce qu'il y a aussi pas mal de jeunes qui se rendent compte que, leurs parents sont assez malheureux, dans le monde, du salariat. Moi, personnellement, alors je suis maman d'une ado de 15 ans et ma fille, puisque c'est une fille que j'ai, ça a changé sa vision des choses d'avoir une maman qui est entrepreneur puisqu'en fait, ça fait rentrer ce domaine des possibles et quand on en discute, elle me dit: «Bah, finalement, tu es la seule personne que je connais qui s'éclate dans son job et qui tous les matins se réveille en, réinventant pas mal de choses», alors que Mmh, les personnes que je connais qui sont plutôt salariées sont finalement assez malheureuses dans leur job. mmh. Après ça c'est une question je trouve assez complexe parce que bon, bien sûr, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, ça c'est Bien sûr. sûr. Hem, mais finalement j'ai cette impression qu'il y a cette évolution et que chez les femmes quand même, surtout les femmes, un peu plus âgées, qu'il y a toujours cette croyance limitante de, bah, j'ai envie de cette sécurité de mon job, j'ai peur de me lancer, j'ai toutes ces croyances limitantes dont tu parlais un peu avant. Comment est-ce que finalement en pratique, là, tu imagine, voilà, il y a quelqu'un qui vient te voir, qui a les croyances limitantes, on va dire basiques que tu vois le plus souvent. Quels conseils pratiques tu leur donnerais pour justement, se lancer? Vas-y, commence ton activité à côté de ton job et cetera. Alors en fait, ça, c'est un ensemble notre cerveau nous envoie des messages en perm on a nos émotions, notre passé, ce que nos parents nous ont transmis et ce que notre cerveau nous envoie. Donc il va falloir jouer sur ces 4 plans pour réussir à déconstruire en fait ces peurs, qu'on s'envoie en permanence, Ouais. sur ces sujets. 1 chose, est-ce que, la question financière, c'est une réalité? Est-ce que véritablement on est en danger financier? Mmh. Et il y a des personnes pour qui ça va être compliqué, oui, de switcher directement du salariat vers l'entrepreneuriat parce que, notamment si elles se retrouvent à négocier une rupture conventionnelle, ainsi de suite, elles vont avoir du mal à tourner financièrement avec 65 de leur salaire. Mmh. Mais aujourd'hui, la réalité notamment de la femme entrepreneur en France, alors elle a 42 ans, la femme entrepreneur en France. Moi, j'en ai 44, donc je suis assez, emblématique de ce que peut être la femme entrepreneur et généralement elle y vient, après avoir élevé ses enfants et accumulé de la compétence parce que 44 ans généralement, on a vécu beaucoup de choses professionnelles, on a des super compétences à monétiser en fait, hein, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais c'est beaucoup des peurs transmises, hein, en fait, je le disais de génération en génération, qui font que les femmes, n'osent pas, se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc la première des choses, c'est est-ce que c'est une réalité? Et ça se regarde ça économiquement. Est-ce qu'on peut tourner, ou est-ce qu'il faut prendre un job en attendant de reconstruire une forme de sécurité financière pour pouvoir switcher, vers, l'entrepreneuriat? Et puis la plupart des femmes, n'imaginent pas, en fait, elles se disent que, je ne trouverai pas
elles alimentent leur peur en se disant: «Mon Dieu, c'est difficile de trouver des clients, c'est difficile d'être entrepreneur», ainsi de suite. C'est un peu le message qui a été transmis, depuis un certain nombre d'années par la vieille vision de l'entrepreneuriat. Avant, si vous écoutez votre vieux tonton qui était entrepreneur dans le bâtiment, il vous fallait créer une SARL avec 50 000 francs de capital Ouais. et avoir des systèmes extrêmement complexes pour développer votre entreprise. Aujourd'hui, vous pouvez être incubé, vous pouvez être en contrat d'appui au projet d'entreprise pour tester votre projet d'entreprise en Mmh. étant accompagné. Vous pouvez être en société de portage salarial pour démarrer légère. Vous pouvez avoir des fonds pour vous aider à renforcer vos fonds propres au démarrage. Sauf que ça, votre tonton qui était artisan dans le bâtiment, il est pas passé par ce système-là. Donc la meilleure des choses quand on veut démarrer son projet d'entreprise, c'est aussi de se couper de ces vieilles représentations pour aller vers des personnes qui l'ont déjà fait. Et ça, c'est le principal travers que j'observe chez pas mal de femmes, c'est qu'elles ont du mal à couper des systèmes qui sont pas le modèle en fait qu'elles vont adopter pour aller vers des personnes qui l'ont fait. Il faut s'entourer en fait de Mmh. personnes et de se faire mentorer et se faire accompagner, puisqu'il y a une personne sur terre qui l'a fait et qui a trouvé la bonne solution. Et aujourd'hui, on peut entreprendre de manière simple, légère et basique. Par exemple, moi, j'ai lancé un business web. Un business web, ça coûte pas cher au démarrage en fait, hein. Mmh. Il faut surtout passer outre ses peurs et on a en fait un effet multiplicateur sur la communication et la manière de toucher les gens qui est assez exponentielle. Par exemple, Frico Féminin, moi j'étais étonnée des premiers résultats. Je pensais que mon marché était français, mon marché est francophone, c'est-à-dire que je touche des gens un peu partout dans le monde et c'est plutôt très sympa. Ouais. Et c'est aussi beaucoup ces systèmes de croyances qu'on entretient. La plupart des femmes se disent, qu'on voilà, on doit faire des choix. Faire le choix d'être maman, avoir du temps et s'éclater dans son business. En fait, on peut tout avoir. Et la plupart des personnes, on a des systèmes de représentation où on nous dit en permanence: «Tu ne peux pas tout avoir, tu vas galérer à trouver des clients». Et c'est la manière dont on alimente ces systèmes de représentation, ces Mmh. croyances, qui fait qu'en fait, on s'auto-limite complètement dans nos projets. Donc il faut commencer par faire tomber ses peurs et ses croyances limitantes pour OK. réussir à briller dans nos projets. Clairement, je pense que le mindset et la psychologie pour les personnes qui veulent entreprendre, femmes, ou non, hein, c'est en fait le côté psychologique Bien qui est sûr, super important. Moi, il y a une citation que je crois que il me semble que c'est Sénèque, que j'aime beaucoup, qui est qu'on souffre plus de notre imagination que de la réalité et bien qui je sûr. trouve, être complètement vrai en fait. Tout se passe, dans notre tête. Et Hem, ce qui se passe dans notre tête, en fait, la plupart des personnes n'en ont absolument pas conscience. C'est justement, Exactement. c'est le rôle de l'inconscient. Notre inconscient nous pilote à 90. Donc vous allez agir quand vous allez, mettre en place des choses sur les 10 Mmh. qui restent. Donc le conseil que je pourrais vous donner, au début et j'insiste à chaque fois sur Frico Féminin là-dessus, c'est d'aller agir sur les 90 qui vont être du domaine de l'émotionnel, des pensées, de la psychologie, qui vont vous permettre en fait de réellement propulser votre projet parce que sinon si vous n'êtes que sur le comment, vous serez sur les 10 restants. Laisse-moi juste t'interrompre quelques secondes ce podcast pour en fait t'offrir quelque chose, pour te remercier de l'intérêt que tu portes à mon contenu, mon podcast et mon blog. En fait, j'ai un livre qui s'appelle Jeune et riche, ton plan d'action pour te mettre à épargner et investir en moins d'un mois. Ce livre, tu vas le trouver en fait en description pour le télécharger 100% gratuitement. Dans ce livre, tu vas apprendre plein de choses, entre autres des techniques pour te mettre à épargner efficacement tous les mois, même quand tu as un petit revenu. Tu vas aussi apprendre les bases pour réaliser tes objectifs les plus ambitieux et te mettre enfin à investir et à épargner massivement. Et enfin, 11 ressources pour aller plus loin et te former sur l'investissement et l'épargne. Tout ce que tu as à faire en fait, c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast et de me renseigner l'adresse mail sur laquelle tu veux que je te l'envoie et tu vas recevoir dans quelques secondes cet e-book gratuit. Allez, c'est reparti, on reprend le podcast. Et est-ce que tu peux peut-être nous partager une ou deux histoires inspirantes de femmes que tu as accompagnées, cette liberté financière finalement? Alors, par exemple, là, dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un qui était dans les domaines, on va dire, on parlait de l'agriculture et notamment de l'agriculture biologique et les gens qui sont, sur ces sujets-là, souvent ont tendance à opposer argent et écologie. Voilà, si vous opposez argent et écologie, la problématique, c'est que vous n'en gagnerez pas, en fait, parce que vous avez des convictions et des valeurs profondes, vous allez vous dire que vous allez tuer la planète si vous gagnez de l'argent, parce que vous avez un système de représentation où vous pensez que les riches sont des gens qui, vont, voler avec des avions, polluer le monde C'est ça. et ainsi de suite. Alors que le meilleur moyen de devenir riche, c'est de dépenser peu, d'épargner et d'investir beaucoup. Sauf que c'est pas ce que les médias vont vous vendre parce que c'est pas très bling
bling et vendeur justement, on appelle ça le marketing. Ça, C'est c'est de ça. la manipulation mentale et en déconstruisant ces systèmes de croyances et justement en expliquant à cette personne qu'en fait, le fait de gagner de l'argent allait lui permettre d'investir sur ses projets qui étaient des projets très vertueux écologiquement et aussi d'investir dans les projets d'autres, pour financer la transition énergétique pour voir naître ce monde qu'on a envie d'être. Ça fait que cette personne s'est mise à gagner de l'argent et en un mois et demi, elle a gagné autant que sur une année, l'année précédente. Ah ouais, quand même. OK. D'où l'importance des croyances, et de la psychologie, quoi. Bien sûr, C'est la même chose, la plupart des personnes pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir alors que, ben, tu le sais toi certainement aussi. Voilà, on peut commencer à investir une petite brique d'immobilier, pour 15 € par mois. On peut commencer à acheter une part de ce qu'on appelle un tracker, alors c'est un peu technique, mais un petit panier d'actions, qui représente le monde pour 25 € par mois et si vous faites ça tous les mois, bah, au bout de, voilà 25-30 ans, vous pouvez même le faire en automatique, votre vie financière aura, bah, significativement changé. Mmh. Je pense que ça, pareil, c'est quelque chose qui vient de nos parents. Quand, Bien sûr. ils allaient voir leur banquier, il y avait souvent des placements, À l'époque, ça n'existait assuran pas. À l'époque, ouais, ceci n'existait pas, en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est un système de représentation. À l'époque, ouais. les femmes n'investissaient pas, elles le faisaient pas seules. À l'époque, on ne pouvait pas investir avec des choses simples depuis, un smartphone parce qu'en fait, la même chose quand on Mmh. est une maman, moi c'est ma réalité, on n'a pas de temps à consacrer à ces questions. Mais en fait, ça peut être très simple. Tout le monde pense qu'il faut un temps absolument dingue pour le faire. Ouais, Donc oui, il faut un peu de temps pour se former, bâtir sa stratégie, comprendre et le faire. Mais après, vous pouvez même avoir des systèmes où ça se fait en automatique tous les mois, tout ouais. comme vous payez avec votre loyer avec votre prélèvement. La même chose, la question de l'habitation personnelle. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien démonter aussi. Tout le monde en France pense que le meilleur investissement, c'est d'investir dans l'immobilier. Oui et non. Oui et non, ça dépend. Si vous achetez peu cher, que vous faites des travaux, que vous revendez, que vous relouez dans des très bonnes conditions, ça peut être intéressant. C'est absolument pas aujourd'hui, rien que pour amortir, vos frais notariaux plus ainsi de suite, on est à peu près sur 12 ans. Donc ça l'est de moins en moins. Est-ce que ça le sera vraiment avec les changements de normes, l'augmentation des taxes foncières, Ouais. et un certain nombre de choses et le changement climatique aussi, où certaines zones vont être beaucoup moins attractives dans quelques années? C'est une vraie question. Et la même chose, l'immobilier, avant, on passait devant chez le notaire, on achetait un bien. Demain, on va avoir de la tokenisation immobilière, c'est-à-dire on va pouvoir acheter des petites briques aussi Mmh. d'immobilier qu'on va revendre sur la blockchain. On peut aussi le faire via d'autres systèmes aujourd'hui, et personne ne connaît ça, alors que c'est très simple et c'est certainement plus approprié à ce public. Je le vois, les femmes certainement sont à la recherche de choses plus flexibles, avec des montants un peu moindres, et où elles investissent de manière beaucoup plus passive et l'investissement immobilier aujourd'hui pas le plus en direct, Ouais, c'est pas la solution la plus passive. c'est ça. Sauf qu'en fait, on nous a vendu quelque part le rêve de la maison individuelle, j'appelle Du ça la rentier immobilier, bah, ce genre de j'appelle choses. ça aussi le mythe de la petite maison dans la prairie, Ouais, et en fait, la petite maison dans la prairie, souvent, c'est un grand jardin à entretenir quand ouais. les enfants, sont plus grands, beaucoup de charges et c'est pas forcément le meilleur investissement. Ouais, c'est ce que je me rends compte de plus en plus, dans mon métier, que l'immobilier, en fait, là où, même en 2017, quand les taux étaient très bas et que les choses pouvaient se faire très simplement, en fait, tout le monde pouvait investir en immobilier. Mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'investissement qui demande le plus de temps. Déjà, pour se former, il y a énormément de lois, encore plus maintenant avec, les fameux, la loi climat résilience avec, les diagnostics énergétiques des bâtiments, ce genre de choses qui engendrent plein de choses. L'augmentation des taux, bref, ça commence à être de plus en plus compliqué et sans même parler de fiscalité, en France, on se fait quand même pas mal tacler au niveau immobilier et en fait, les personnes ne connaissent pas ce genre de choses dont tu parlais avant, avant, tu as parlé, de blockchain aussi, mais même, en termes de SCPI, je sais pas si toi, je pense ça te dit quelque chose? Même en assurance vie, ce genre de choses, de placement, en fait, où tu n'as rien à faire et où ton argent est géré par des professionnels, où tout va être diversifié à travers la France. Oui et où tu Heu, peux aussi porter de l'immobilier, c'est aussi, ça, via ce qu'on appelle les REITs, c'est-à-dire, tu peux investir en bourse sur de l'immobilier, tu peux investir, comme exactement. tu disais, sur des SCPI, tu peux acheter des briques, tu peux faire de la tokenisation demain, en fait, et alors moi, je le fais plutôt comme ça, j'avoue, alors j'ai fait des travaux pendant presque 8 ans sur un bâtiment et j'ai compris aussi que parfois faire de l'immobilier, c'était une forme de cage. Ouais, exactement. Et quand je fais des rendez-vous avec des gens qui connaissent pas justement les SCPI ou que le fait qu'on peut investir en immobilier sans rien faire, et en plus de ça, on est moins fiscalisé, les gens sont choqués en mode, «Pourquoi on m'a jamais parlé de ça, quoi?»
Donc On en tout peut cas, même c'est on peut même faire du crowdlending ou du crowdfunding, c'est-à-dire, demain, je pense que ça va se développer aussi, même ouais. des particuliers vont proposer, des projets d'immobilier, voire de l'immobilier collectif. Moi, j'ai investi, par exemple, là, dans des projets d'immobilier collectif transgénérationnel parce que c'est des trucs qui avaient du sens pour moi de me dire: «Demain, il va y avoir de l'immobilier où il y aura des étudiants avec des papys et des mamies en grande colocation». Tout ça, ça va fleurir dans les prochaines années. C'est quoi ton investissement préféré aujourd'hui? Alors j'ai pas d'investissement, c'est moi. C'est Ouais, celui qui me c'est rapporte c'est le c'est plus. la réponse que Je j'attendais. vous confirme. Celui-là et en plus, c'est le plus sûr parce que je suis sûre qu'à terme, c'est celui qui va m'amener où je veux. Et puis après, sinon, j'ai une stratégie d'investissement diversifiée. J'ai aussi compris ça. Quand les gens vous disent: «Dans quoi je dois investir?», en fait, personne alors je suis économiste de formation, donc tout le monde attendrait de moi que je sois, censée prédire l'avenir comme Nostradamus. D'ailleurs certains s'autorisent à le faire et je leur laisse, cette idée-là, d'autant plus qu'on est sur un monde très, très changeant, pour des questions Ouais. géopolitiques, climatiques, ainsi de suite. Donc même les économistes, aujourd'hui, il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'ils vous disent que tout va changer dans les prochaines années. Ça, je suis assez d'accord avec eux. Donc dans ces périodes d'incertitude, tout comme dans la vie en général, une seule chose est sûre, c'est qu'il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc la meilleure stratégie, c'est toujours celle qui est diversifiée, puisque l'économie connaît des cycles. Vous-même, votre vie changera. Donc la Mmh. meilleure stratégie, c'est toujours celle qui vous permet de vous retourner rapidement, de diversifier vos sources de revenus et d'être diversifié dans votre stratégie d'investissement. Comme ça, quoi qu'il se passe dans le monde et dans votre vie, vous vous en sortirez toujours. C'est la meilleure des réponses, parce qu'en fait, quelqu'un aujourd'hui qui a envie de se former, qui va prendre de la peine à aller chercher, voir un peu sur internet ce qu'il y a, sur YouTube et cetera. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup sur internet des gens qui vont défendre une grande classe d'actifs et qui vont faire en fait que ça. On va quand on va chercher un peu, on va voir quelqu'un qui va nous dire: «L'immobilier, c'est le meilleur placement, allez-y, foncez, achetez ma formation». Le lendemain, on va faire d'autres recherches, on va voir: «Ah, la bourse, c'est le meilleur placement, allez-y, foncez». En fait, la meilleure des réponses, c'est faites tout et Et voilà, un à peu de à tout. petite échelle, faites un peu de tout pour justement cette diversification qui est super importante et qui est la règle numéro 1 Le quand secret de quand la on sait investir. sécurité, c'est la diversification. C'est pas le CDI et c'est pas une maison. Heu Exactement. C'est un peu de tout ça, c'est plusieurs sources de revenus, c'est investir un petit peu en bourse, en crypto, dans différents espaces géographiques, sur différentes classes d'actifs. C'est un peu tout ça, c'est avoir un business physique, un business web, voilà. Mmh. Moi j'ai tout ça en fait, hein, j'ai tout ça à ma mesure et ça va grossir tranquillement avec le temps et je fais en sorte aussi que, tout ça, j'ai aussi réussi à me détacher émotionnellement de ces questions puisqu'en fait, la bonne réponse aussi, c'est que finalement, le but de la vie, c'est d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir et l'argent n'est qu'un moyen au service de ça et quand j'accompagne des personnes qui entreprennent, la première des choses sur lesquelles je suis vigilante, c'est sur le fait qu'elles aient une activité qui ait du sens pour elles et avec un rythme de vie, un rythme d'activité qui leur convient. Donc l'argent doit être au service de ces questions-là et notamment si vous êtes une femme et que vous êtes maman et c'est possible de le concevoir comme ça. C'est le fameux ikigai. Voilà et c'est peut-être pas forcément votre tonton qui était artisan dans du bâtiment qui va vous apporter les réponses sur ces sujets-là. Allez voir quelqu'un qui a peut-être un profil différent. Est-ce que tu peux peut-être un peu expliquer, moi, c'est un principe que quand j'ai découvert, mon cerveau a explosé, j'ai trouvé ça super passionnant, de l'ikigai. Est-ce que tu peux peut-être un peu expliquer, ce que c'est et Oui, alors le principe de l'ikigai, alors moi je suis très branchée en plus, vision zen des choses. ouais. Donc l'ikigai en fait, c'est, une manière de réfléchir à notre mission de vie. Se dire que finalement on est là sur cette terre aussi pour, accomplir quelque chose qui a du sens et on a des compétences que les autres n'ont pas. Souvent, on a du mal à percevoir ces compétences et ce côté un petit peu exceptionnel de nos talents naturels, tout simplement parce qu'il y a des choses qu'on fait intuitivement, on pense que les autres font la même chose, sauf qu'en fait non, il y a que nous qui faisons ce genre de choses. Mmh. Et ces talents naturels, généralement, on met un temps à les reconnaître et on les reconnaît justement en expérimentant beaucoup de choses. Donc, par exemple, si vous n'avez pas trouvé encore vos talents naturels et ainsi de suite, vous allez les découvrir en vous autorisant à tester plein de choses. Donc, allez-y, testez les choses les plus incongrues auxquelles vous avez pensé et vous verrez que votre talent naturel ressortira finalement assez naturellement. Il porte bien son nom. Et ce talent naturel, la question c'est comment est-ce que je peux le mettre au service de ma propre vie, c'est-à-dire la vie que j'ai envie d'avoir et la société, au sens large puisque, finalement on a tous une manière de contribuer positivement à notre environnement et c'est ça qui fait sens généralement et qui crée de la valeur et de la richesse dans notre vie. Parce que quand on y réfléchit,
qu'est-ce qui rend notre vie riche? C'est une vraie question, c'est la seule question qu'on devrait se poser. C'est de vivre Mmh. les expériences qu'on a envie de vivre, c'est d'être entouré des personnes, qu'on a envie d'être entouré, et c'est de ressentir un sentiment d'abondance au quotidien. Et l'abondance, elle est un petit peu dans tout. Elle est dans le fait d'aller se balader dans la nature, de passer du temps avec ses gamins, de voir qu'on crée de la valeur chez les autres, en fait, via nos activités professionnelles, et qu'on fait globalement le bien autour de soi. Moi, c'est comme ça que j'ai créé aussi l'activité que j'ai aujourd'hui, parce que je voulais quelque chose qui me permette, en fait, d'être à la coexistence et au croisement, de la contribution positive que je pouvais apporter à l'environnement, au monde. Qu'est-ce que moi je savais faire et que les autres ne savent pas faire? Voilà, Mmh. voilà, sur les questions économiques, c'est sûr que j'ai des compétences que la plupart des femmes n'ont pas, en fait. Donc je les offre au monde quelque part. Et le fait d'avoir monté un business web, ça me permet de donner et de recevoir en retour. C'est un vrai sujet aussi, cette question de donner et de recevoir. Ouais, C'est une question sur laquelle j'interpelle beaucoup les gens, parce qu'en fait, si vous voulez recevoir, bah, il faut donner beaucoup, et c'est un plaisir aussi de exactement. donner et d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'on peut donner, aux autres, et de l'éprouver. Et on a aussi tous ces, voilà, ces talents naturels. On nous apprend pas à l'école à réfléchir en termes de talents naturels. On nous apprend à trouver un métier. Or, en fait, on a un talent, des talents, et ces talents souvent sont transposables à un ensemble de métiers. Donc, C'est moi, ça. j'invite la plupart des parents à réfléchir à tout ça. Déjà identifier leur, et puis aider leur enfant, leur ado, leur jeune adulte à prendre le temps d'identifier tout ça, parce qu'en fait, ce talent, il est transposable. Il fait qu'en fait, une fois qu'on l'a identifié, ce talent naturel qui peut évoluer, au cours de la vie, eh bien, on est dans notre zone de facilité, puisque si c'est naturel, en fait, on ne s'épuise pas à faire les choses. Et c'est Je plutôt agréable j'aurais de bosser, en fait, en ne s'épuisant pas, parce que c'est un Ouais, plaisir. c'est ça. C'est trouve un peu un job, qui te passionne et tu auras jamais l'impression de travailler finalement. Un job qui te passionne et puis qui fait le bien autour de toi, C'est et du ça, coup, tu te lèveras tous les matins avec la patate, c'est l'impression ça. de ne pas travailler, et les choses seront faciles pour toi. Et c'est généralement quand tu as trouvé ça que tu attires cette forme d'abondance, Mmh. qui est l'abondance relationnelle, l'abondance, d'énergie, et puis l'abondance financière dans ta vie. Et là, sur la C'est ça. question de l'abondance financière aussi, je vous invite à vous poser la question, pas du montant de ce que vous voulez vraiment avoir financièrement dans votre vie, mais de vous dire, «Qu'est-ce qui rendrait ma vie riche, en fait?» Ouais. Et d'accorder plutôt votre vie à la richesse des expériences, des relations, de ce que vous allez vivre. Quand on interroge les gens, en gériatrie, en fin de vie, sur, qu'est-ce qui a, voilà, qui a eu du sens dans leur vie, ils vous répondent jamais que c'est, le fait d'avoir une voiture ou une maison, en fait. C'est le fait, d'avoir aimé, d'avoir rencontré, d'avoir voyagé, d'avoir entrepris quelque chose qui avait du sens pour eux, le temps passé avec nos enfants, ainsi de suite. Donc, je vous invite à vous poser la question de la réelle richesse, des expériences dans votre vie. Et Complètement. ça vous aidera certainement aussi à switcher de boulot si vous en avez marre de votre boulot, parce qu'en fait, Ouais. vous vous rendrez compte que, vous aurez plus de richesse, Ailleurs. ailleurs, et du coup, à accepter, parce que c'est une réalité, en fait, quand on change de travail. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Oui, il faut accepter pendant 1 an ou 2 ans de gagner un petit peu moins sa vie pour finalement la gagner mieux et retrouver, plus de plaisir, plus de sens, plus de valeur ajoutée dans sa vie à terme. Mais finalement, quand on y réfléchit, c'est quoi 1 ou 2 ans dans une vie? Pour avoir Ouais, la c'est vie ça. qu'on a envie d'avoir. Pour donner aussi quelques éléments pour les gens qui nous écoutent, pour bien comprendre en fait, l'ikigai, en fait, c'est le croisement finalement entre, bah, ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on peut être payé, parce que c'est important d'avoir aussi un potentiel économique, et ce dont le monde a besoin. Et en fait, c'est le croisement de ces 4 là, c'est ce qu'on appelle, bah, l'ikigai, parce que finalement, si on a un de ces 4 éléments qu'on n'a pas, bah, soit on a quelque chose qui nous passionne, auquel on est doué et dont le monde a besoin, mais on n'est pas payé et là forcément, bah, il y a pas de potentiel économique. C'est super, ça s'appelle une passion en fait, hein. C'est quelque chose, qu'on adore, mais que finalement, quelqu'un qui va avoir, surtout les domaines artistiques, qui ont des potentiels économiques, parfois, limités. Mais bref, il y a plein d'articles à ce sujet, de livres même sur l'ikigai. C'est super intéressant, je trouve, à s'intéresser. Et tu vois, moi, j'aurais adoré que mon conseiller d'orientation au lycée me présente ça. Oui, Qu'il me bah, dise, alors, moi, c'est quelque chose que j'ai fait justement pour ma fille qui est ado et qui est en phase ah, d'orientation. c'est génial ça. Ça déconcerte beaucoup le système scolaire quand vous êtes un Ouais. parent et que vous dites ça au conseiller d'orientation. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Ah bah, c'est top ça. Et en fait, parce qu'en plus c'est une réalité, des jeunes qui vont arriver, dans le monde du travail. C'est que, alors ma génération, déjà moi j'ai fait, voilà, une quinzaine de métiers différents, et c'est bien et je suis heureuse. C'est ça qui m'a permis de me rencontrer, de me connaître, et j'ai fait plein de petits jobs, et c'est ça qui m'a fait comprendre aussi que, ma puissance, elle était là, en fait, dans ce que Mmh. je savais, et c'est ça qui m'a amenée à apprendre tout au long de ma vie. Et c'est absolument pas parce que j'ai fini major d'un institut de recherche en développement économique que j'ai arrêté d'apprendre. J'ai surtout compris que je ne savais rien, qu'il allait falloir que j'apprenne toute ma
ma vie, en fait, hein, et que j'avais beaucoup de notions théoriques et assez peu concrètes, et apprendre, c'est apprendre beaucoup de choses concrètes, et c'est surtout expérimenter et tester des choses. C'est comme ça qu'on avance vers sa propre connaissance. Ce que j'aimerais dire, moi, à des jeunes aussi qui démarrent dans la vie professionnelle, s'ils ne savent pas, s'ils n'ont pas encore rencontré leur destin et qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire, c'est de prendre un sac à dos et d'aller à la rencontre de la vie. C'est là qu'ils vont, bah, C'est voilà. marrant que tu dis ça parce que c'est exactement ce que j'ai fait à la fin de mon BTS. J'ai pris un sac à dos et j'ai fait un petit tour de l'Europe. Vraiment le voyage le plus, comment dire? Le moins cher que je pouvais trouver avec auberge de jeunesse, passe interail, tu vois? C'était ce genre de choses et en vrai, c'est tout con, hein, mais ça n'a aucun rapport avec, bah, le milieu professionnel et cetera. Mais ça permet d'avoir beaucoup de temps pour réfléchir sur vraiment ce qu'on veut faire, rencontrer des gens d'autres horizons, d'autres cultures qui sont complètement différentes de nous et qu'on ne peut même pas imaginer, en fait et de parler avec des gens qui sont d'autres cultures, qui ont d'autres milieux professionnels, qui parfois ont réalisé leur passion aussi, c'est super inspirant et je suis revenu avec, bah, justement l'idée de faire un peu ce métier, que je fais aujourd'hui. Sans Je pense que sans ce voyage, je ferais un métier aujourd'hui qui me plairait moins. Pour être honnête, j'aurais peut-être un peu cherché, à faire plein de jobs différents et cetera et à me chercher un peu plus. Mais justement à la fin de mes études, j'ai peut-être c'est encore en discussion, j'ai en train de voir, mais peut-être un petit projet de tour du monde, un petit de 4 6 mois et ouais, c'est un conseil que je trouve génial, aux jeunes qui nous écoutent, c'est, voyager, voyez d'autres choses parce qu'en fait Rencontrer on des gens, vit c'est ça discuter, exactement, rencontrer des gens. En fait, exactement. les gens sont quelque part des messagers, ils nous apprennent quelque chose, et c'est ça qui ouvre notre domaine des possibles. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'en fait, on est limité par notre propre, enfin, on est limité ou aidé par notre propre environnement, et ça, c'est aussi un des facteurs de réussite professionnelle, qui est important. C'est les gens, par lesquels on s'entoure. On s'en rend pas compte, mais en fait, on apprend par mimétisme, et les gens qui Ouais, sont autour de nous, nous poussent à aller, vers le haut, ou nous auto-limitent beaucoup, dans notre vision des choses. Et plus vous allez voyager, plus vous allez mixer les approches, hein, et vous allez pouvoir vous construire et prendre ce qui vous intéresse là-dedans pour construire votre propre projet de vie. Moi-même, j'ai déjà déménagé 24 fois. Là, je suis encore partie pour 3 ans à l'endroit où je suis, et après, moi, j'ai prévu de vivre avec un sac sur le dos. Donc je n'ai pas du tout investi dans de l'immobilier, dans des grosses maisons. D'ailleurs, j'habite dans un habitat très simple et minimaliste, ce qui me permet d'avoir aussi, voilà, une forme de détente intellectuelle. Je consacre mon temps à des choses qui ont réellement sens pour moi, et qui sont des choses finalement assez immatérielles. Et j'ai prévu que demain, ma vie tienne dans un sac à dos alors que je suis ouais. maman de 44 ans. Donc oui, c'est possible aussi. Avec les jouets, des petits, ce genre de choses. Ça passe dans le sac. Ah, le principe du minimalisme, ça pareil, je l'ai découvert, j'ai eu la chance en fait de le découvrir assez tôt et je le trouve formidable de ce fait de dans une société dans laquelle on est, où on est toujours dans la consommation, le marketing, on nous dit: «Voilà, tu as besoin de ça, tu savais pas hier, mais en fait, tu as vraiment besoin de ça, je t'assure», avec les publicités, ce genre de choses. Heu, Ce principe du minimalisme qui est de en fait, pose-toi, réfléchis à vraiment ce qui est essentiel pour toi et remets en question en fait les achats que tu fais au quotidien, ce genre de choses. Non seulement, bah, financièrement parlant, ça va te faire beaucoup d'économies, mais c'est surtout un poids tellement, en moins, qui est assez ouf dans son quotidien parce que quand on s'en rend pas forcément compte, mais un achat, bah, il y a l'entretien, il y a le coût, bah, de l'achat, il y a le rangement, il y a tellement de choses qu'on voit pas, quand on appuie juste sur acheter sur Amazon et on se dit: «C'est bon», et tu as ce petit pic de dopamine quand tu le reçois et quand tu vas ouvrir ton petit paquet. Mais quand tu prends du recul et tu te dis: «En fait, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce truc? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose?» Je trouve que c'est une capacité à avoir aujourd'hui qui est rare et qui apporte beaucoup, beaucoup de choses. Oui, je vous invite à vous poser cette question, quels sont, alors c'est enfin, la loi de Pareto appliquée à votre quotidien. Ouais, Quels sont les 20 d'objets, de choses, de relations, de voilà, qui vous nourrissent et qui vous font réellement plaisir? Vous regarderez que dans votre armoire, vous avez peut-être que 20 des choses que, vous mettez, que dans votre maison, il y a peut-être que 20 de l'espace que vous occupez. J'espère que dans vos relations, vous avez plus de 20 de gens qui sont des super positivistes et qui voient, la vie, qui ont envie de croquer la vie à pleines dents, parce que ça risque de c'est ça. pousser aussi sacrément votre avenir. La même chose dans la manière dont vous vous occupez de votre quotidien. Moi, je le vois dans mon business, je resserre à chaque fois sur les 20 de choses qui produisent 80 de résultats, et puis je laisse tomber le reste. C'est ça et en fait, ce qui est vraiment passionnant, moi, quand j'ai commencé ce principe du minimalisme, bah, forcément, j'ai commencé un peu avec ce que j'avais autour de moi, en termes d'objets. Mais en fait, tu peux l'appliquer, bah, à ta vie, à tes relations, tu peux l'appliquer à plein, plein de choses, à ton business, à ta carrière. Tout simplement ne pas se prendre la tête, se focus sur ce qui est essentiel et moi, je trouve vraiment que c'est une mentalité, incroyable à avoir. Dans un monde où on nous dit qu'il faut faire toujours plus, finalement avoir de temps en temps, le temps de faire moins, c'est vraiment bien.
Et pour voir, on va un peu, toucher aussi un peu à la fin, je pense, de ce podcast. J'ai 2 questions, pour la fin de ce podcast. Comment est-ce que tu vois, toi, l'avenir de Frico Féminin et un peu ta mi la l'avenir de ta mission de libérer les femmes, financièrement? Alors l'avenir de Frico Féminin, donc là, je vais être, sur beaucoup d'interviews, de vidéos. Moi, je passe à la partie vidéo, bah, je vais développer là des programmes, pour un public qui sont plutôt des femmes entrepreneurs. En fait, je me suis rendu compte que les femmes qui ont décidé de devenir libres financièrement, ça va quand même être beaucoup un public de nanas entrepreneurs. Donc je sors, là prochainement, toutes mes offres et après, bah, d'ici 3 ans, moi, j'ai prévu d'aller reparcourir le monde. Donc je vais aller parler de fric un peu partout à travers le monde pour que les Français et les Françaises se rendent compte qu'on voit les choses différemment ailleurs et que ça leur ouvre Incroyable. l'esprit. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je croise des étrangers, eux, ils sont plutôt très open à ce sujet-là et ils me disent: «Mais en France, vous êtes complètement dingue avec ça». Donc bah, le fait d'avoir envie de prendre mon sac à dos et ça, c'est une envie personnelle pour aller rencontrer d'autres personnes parce que j'ai envie de ça dans ma vie, de femme, on va dire. Mmh. Ça va me permettre aussi de nourrir, via, différentes expériences, aussi ce public-là de fric au féminin. Ça c'est assez marrant parce que moi, tu vois, je me suis souvent dit, c'est ce qui m'a poussé à faire ce voyage-là à la fin de mon BTS, c'est que, en grandissant, j'avais cette peur de me dire: «En fait, je risque, un peu d'être enfermé dans mon job et cetera et j'aurai peut-être pas le temps de voyager». Mais de voir des gens comme toi, je trouve c'est super inspirant de voir, que c'est encore possible aujourd'hui quand on est en plein dans sa carrière ou même quand on entreprend, hein, je pense que c'est ça la clé, de pouvoir se permettre de voyager comme ça, je trouve ça top, c'est super inspirant. Et ta deuxième question, c'était, comment aider les femmes, vers la liberté financière? Ben, voilà, ça va être, via, différents programmes, enfin, j'ai décidé d'impacter, assez largement donc je pense que la vidéo va être la partie qui va, permettre, d'avoir cet effet exponentiel là-dessus et moi-même, dans mon projet d'entreprise, j'ai mis un petit moment là à cibler, quels étaient véritablement les besoins, Ouais, et quelle était l'approche qui marchait et ça, c'est quelque chose que, je vous invite à faire. Alors ça, c'est un des principaux biais psychologiques aussi qu'on a dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas prendre le temps de tester, d'écouter son public pour voir quels sont ses réels besoins et de monter réellement la réponse, aux problématiques que se pose votre communauté ou votre, client ou cliente cible et moi, ma cliente cible, c'est une femme qui démarre un business, en fait. Donc là, je OK, suis en train de monter les offres par rapport à ce public-là. super intéressant et je vais finir par, la question auquel je vais finir traditionnellement, mes podcasts. C'est, est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Alors l'argent n'est pas la seule constituante du bonheur, ça c'est un leurre puisque le bonheur c'est en fait, le bonheur il se passe là en fait entre, nos 2 oreilles. Donc c'est quelque chose qu'il faut nourrir, c'est une émotion, c'est un sentiment et c'est un cocktail qu'on produit à l'intérieur de notre corps. Donc l'argent est une des constituantes qui va nous permettre d'avoir le confort et de réaliser des projets qui, eux, vont produire cette sensation de bonheur à l'intérieur de notre corps. Par contre, je suis complètement contre l'idée d'opposer bonheur et l'argent puisqu'en fait, l'argent aussi, si vous n'en avez pas eu pendant une période de votre vie, vous vous rendrez compte que la vie est quand même plus simple, plus agréable, plus confortable et vous vous sentez plus libre quand vous en avez. Donc je vous invite à percevoir l'argent positivement, mais à percevoir aussi toute la richesse de tout ce qui est immatériel dans nos vies, c'est-à-dire les relations, les expériences que vous vivez, les personnes que vous fréquentez et vous vous rendrez compte qu'en fait, bah, l'argent peut être une énergie plutôt positive au service de vos vies, mais ça n'est qu'un moyen, la fin étant d'avoir la vie que vous avez décidé d'avoir. Top, c'est la meilleure des réponses. Merci beaucoup et Merci à toi. est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, sur tes réseaux, dans cette fin de Alors vous me podcast? retrouvez partout. Tout Je suis simplement. je suis partout parce que, je suis alors certes je suis en 80-20, mais quand on démarre quelque chose, il faut être partout pour se rendre compte de ce qui fonctionne réellement et de où est votre client ou votre cliente idéale. Donc vous me retrouvez en podcast sur toutes les plateformes de podcast, bientôt en vidéo un peu partout pour voir, pour tester un petit peu ces systèmes-là. Les systèmes que je vous propose, c'est des choses que je m'applique à moi-même, hein, moi-même au démarrage. Je lance un petit peu tous azimuts pour voir qu'est-ce qui fonctionne réellement et après je resserre. Vous me retrouvez sur tous les canaux de réseaux, sociaux possibles et imaginables et vous me retrouvez surtout sur un blog, sur fricoféminin.com où, l'ensemble de ces, contenus sont synthétisés. Bah, écoute top, j'ai adoré faire ce podcast avec toi Merci à et toi. je te dis à la prochaine.